Monsieur le ministre, chers collègues, chers publics venus assister à cette journée d'études. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à l'action, à l'engagement civique, à l'immense travail d'histoire et de mémoire déployé depuis plus de 30 ans par la plus emblématique ONG russe, Mémorial, dissoute arbitrairement il y a 2 mois, fin décembre 2021. Un événement majeur, prémonitoire de la catastrophe d'aujourd'hui. Cette dissolution, si elle ne fut pas une surprise pour tous ceux qui observaient avec une inquiétude croissante la dérive autoritaire et ultranationaliste du régime de Vladimir Poutine, a marqué une étape décisive dans la politique de contrôle et de suggestion de la société civile russe, qui n'a cessé évidemment de s'amplifier depuis, et dans l'imposition d'un récit national fondé sur une formidable, une énorme falsification de l'histoire, dont le monde ébahi a découvert la quintessence lors du discours de Vladimir Poutine du 23 février dernier, censé théoriser et justifier l'agression de la Russie contre l'Ukraine au prétexte que l'Ukraine fasciste aurait été sur le point de perpétrer un prétendu génocide des Russes dans le Donbass et que le temps était venu de dénazifier l'Ukraine. Comme l'a montré Emilia Koustova, cette falsification est le résultat d'un long parcours d'étatisation de l'histoire, pensée au plus haut niveau de l'État, Vladimir Poutine se promouvant lui-même comme une sorte d'historien en chef pour une histoire patriotique, une histoire plus exactement où la légitimité de l'histoire est surtout au service d'une cause et d'un État. Cette falsification donne a posteriori tout son sens au combat mené depuis plus de 3 décennies par Mémorial. L'usage politique de l'histoire n'a jamais atteint en Russie un niveau aussi outrancier qu'aujourd'hui pour construire un récit national, élaboré d'ailleurs depuis fort longtemps, comme l'ont montré plusieurs des intervenants aujourd'hui, qui n'admet aucune contestation et pour servir les intérêts géopolitiques d'un régime dictatorial jusqu'à justifier l'impensable, l'agression de l'Ukraine, mais aussi pour persécuter, violer les droits humains de tous ceux qui contestent cette histoire officielle. Cette falsification, Mémorial l'a analysée, décortiquée, nous a alertés sur ces dangers depuis des années. Et il en a bien montré toutes les étapes, depuis la révision d'un certain nombre de faits historiques avérés, comme le charnier de Sandalmor ou les suppliciés de la Grande Terreur qui ont été tués sur ce charnier. Par une révision extraordinaire de l'histoire, la Société russe d'histoire militaire a prétendu que c'était des prisonniers de guerre politiques qui auraient été fusillés par l'occupant finlandais. Katyn aussi, révision de l'histoire. Je cite encore un des responsables de cette société russe d'histoire militaire. Le prétendu consensus historique autour de Katyn fait partie d'une campagne de propagande occidentale visant à faire porter à l'URSS la responsabilité de la déclaration du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que Mémorial a toujours œuvré pour une approche scientifique de l'histoire, prôné l'élaboration d'une mémoire nationale permettant de regarder en face les pages les plus sombres du passé, œuvré pour un dialogue et une coopération avec des historiens des pays ayant connu à la fois
un régime totalitaire, nazi ou stalinien, c'est parce que Mémorial s'est toujours fermement opposé à toutes les guerres auxquelles la Russie s'est engagée depuis les guerres du Caucase, en Syrie, en Ukraine dès 2014 que l'ONG a été dissoute. On le sait, l'une des singularités les plus remarquables de l'action de Mémorial aura été de conjuguer la défense des droits humains dans le temps présent, l'étude du passé soviétique dans sa dimension traumatique et largement de plus en plus occultée par le pouvoir d'un passé qui ne passe pas, la sauvegarde de la mémoire des répressions de masse en URSS et dans les pays de l'Europe de l'Est, en mettant l'accent sur le fait que le stalinisme fait partie d'une histoire et d'une mémoire partagée par l'Europe, mais aussi, comme l'a montré Niccolò Pianciola, je dirais par un ensemble eurasiatique encore plus large. Depuis 30 ans, Mémorial s'est affirmé comme le principal pôle d'études mondiales de recherche et de documentation de l'histoire et de la mémoire des répressions de masse, principalement de l'époque, mais pas exclusivement de l'époque stalinienne, en URSS et en Europe de l'Est. Cette activité s'est manifestée de manière multiforme par la publication d'ouvrages de recherche, l'organisation de conférences, de colloques, la création de bases de données sur des millions de victimes des répressions et d'archives privées sur les répressions, léguées à Mémorial par les familles des victimes, sur la collecte de témoignages des derniers survivants des camps de travail forcés du Goulag, l'érection de centaines de monuments et de plaques commémoratives sur les lieux d'extermination et d'internement qui n'avaient pas du tout fait l'objet d'une mémorialisation par l'État, la préservation et la muséification d'objets de la vie du Goulag, l'organisation d'initiatives citoyennes sur les questions relatives à l'histoire des répressions de masse. Mais Mémorial a toujours beaucoup insisté sur la nécessité d'un dialogue avec les historiens d'autres pays, notamment l'Ukraine. Je me souviens d'un colloque de 2009 modéré et organisé par Mémorial, où il y avait une possibilité de rencontre entre les historiens occidentaux, ukrainiens et russes, à un moment de tension entre historiens russes et historiens ukrainiens, notamment sur l'Holodomor. Dialogue aussi avec des historiens polonais du Karta Center sur la question, bien sûr, douloureuse, la soviétisation de la Pologne en 1939-1941, puis après sur l'histoire également l'étude des répressions des minorités, des diasporas polonaises pendant la Grande Terreur et après. Dialogue aussi avec les historiens allemands qui travaillent, et il faut bien comprendre que le Mémorial n'a pas travaillé uniquement sur les répressions de masse en Union soviétique, mais aussi sur les déportations de civils en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur les crimes de guerre de l'armée rouge en Allemagne en 1945, sur les exactions de l'administration d'occupation soviétique en Allemagne. Notre rencontre d'aujourd'hui n'a cependant rien d'une cérémonie de Pamine qui, de mémoire, en mémoire d'un défunt, au fond, elle est ici l'affirmation que le travail de Mémorial continuera sous une autre forme après la catastrophe, que les filiales de Mémorial internationales, européennes, vont essayer de prendre le relais et que le travail qui est accompli depuis 30 ans est un travail qui restera. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, alors que le régime de Vladimir Poutine s'enfonce chaque jour un peu plus sur le chemin d'une guerre injustifiable contre l'Ukraine et s'enfonce dans une répression massive contre la société civile russe, je tenais à être des vôtres pour réaffirmer le soutien de la France à Mémorial, qui depuis plus de 30 ans, cela a été rappelé tout à l'heure,
représente tout ce que cette double dérive vient brutalement nier. Mémorial, dont l'avenir est aujourd'hui très gravement menacé en Russie. Je tiens donc à remercier chaleureusement Nicolas Werth et Alain Blum qui, au nom de l'association Mémorial France, m'ont invité à m'exprimer devant vous à l'issue de votre après-midi de discussion dont nous venons d'entendre la fécondité. Elle montre à quel point la parole des historiennes et des historiens doit compter aujourd'hui. Car pour nous orienter dans le moment saturé d'historicité dans lequel nous nous retrouvons tous plongés, nous avons besoin de vous, de vos savoirs, de votre regard et de votre vigilance. Ce moment, c'est d'abord un moment où chacun sent revenir au cœur même de notre continent les échos les plus douloureux du siècle passé. L'agression militaire que Vladimir Poutine, au mépris du droit international, a fait le choix irresponsable de lancer contre l'Ukraine marque le retour en Europe, après des années de paix et plusieurs décennies de stabilité, le retour de la guerre, au sens le plus strict et le plus canonique du terme, une offensive militaire de très grande ampleur, lancée par un État contre un autre État, dans le but d'envahir son territoire, et par la force de lui imposer sa volonté. Les colonnes de blindés sur les routes, les villes assiégées, l'exode des réfugiés sous les bombardements, ces images, et tant d'autres qui ne cessent désormais de nous hanter, ravivent les souvenirs de toutes les heures sombres du XXe siècle. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais nous avons tous pensé à 1914, à 1939, à 1956, à 1968, à 1992, le siège de Sarajevo, à 1999, le Kosovo, et à chacune des années terribles de cette longue tragédie européenne. D'autant, et comment l'oublier en y voyant revenir la guerre, que l'Ukraine fut au centre de ce que l'un de vos confrères a appelé les terres de sang de notre continent. Le moment que nous vivons est aussi, très objectivement, un moment de régression historique. Régression historique. Parce qu'il viole les principes cardinaux du droit international et de l'ordre de sécurité européen. Le choix de Vladimir Poutine met brutalement en cause plus de 7 décennies d'efforts collectifs menés avec l'URSS, puis avec la Russie, pour nous arracher à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et bâtir un monde et une Europe plus sûrs et plus stables grâce à la régulation des rapports de force, à l'encadrement de la compétition de puissance, au moyen du droit, grâce à des engagements réciproques des États et grâce au dialogue diplomatique. Mais nous en sommes tous conscients, ce qui vient de se produire est le sinistre aboutissement d'un long travail de sape et de déconstruction. Mais force est de reconnaître aussi qu'un palier nouveau vient d'être franchi auprès d'un saut qualitatif dans la transgression qui constitue assurément en ce moment un point de bascule. Ce point de bascule nous précipite dans une nouvelle ère. Et en ce sens aussi, nous vivons un moment historique. Un moment où la trame de notre présent se déchire, où la figure d'un certain monde s'éclipse irrémédiablement, ou encore, plus encore qu'ordinaire, notre avenir dépend des choix que nous saurons faire. Les bouleversements et la recomposition des dernières années ont progressivement défini une nouvelle donne de la puissance, dont les dynamiques de brutalisation de la vie internationale, brutalisation de l'espace informationnel, brutalisation de la rivalité des modèles, cette dynamique des brutalisations joue à plein dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais cette guerre n'en est pas moins un événement en soi au sens le plus fort de ce mot. Elle peut s'analyser à partir des tendances existantes que je viens d'énumérer, mais c'est au regard des conséquences qu'elle risque d'emporter, qu'elle prendra tout son sens. C'est pourquoi les Européens et leurs alliés n'ont pas hésité à prendre aussi des décisions de rupture. Décisions de rupture d'abord face à l'urgence, c'est le sens du soutien que nous apportons
au gouvernement ukrainien, à sa résistance, qui tient bon. C'est le sens des sanctions massives que nous avons adoptées contre l'économie russe pour rendre le coût de la guerre insupportable. Elles seront renforcées. Et c'est le sens de la mobilisation humanitaire et de notre mobilisation pour accueillir les réfugiés d'Ukraine. Décision de rupture aussi pour nous, pour tirer les conséquences à long terme de ce qui se passe actuellement. Et c'est tout l'objet du sommet qui se commence dans un instant, ou qui a peut-être déjà commencé, consacré à l'avenir de notre modèle européen et de notre souveraineté européenne qui se tient à Versailles autour du président de la République. Et c'est ce que nous continuerons à faire tout au long des semaines et des mois à venir. La France, qui assume ce semestre la présidence du Conseil de l'Union européenne, a une responsabilité particulière à cet égard que nous entendons assumer pleinement. Les échos du XXe siècle européen, le choc d'une régression majeure de la vie internationale, l'expérience d'une bascule vers le vif de l'histoire, ces différents niveaux d'historicité dont je disais que le moment actuel était comme saturé, ces différents niveaux se télescopent, s'entremêlent, s'interpénètrent, au risque même de la confusion. Il est encore un autre niveau d'historicité, non moins crucial, inscrit au cœur du moment présent. C'est que la guerre engagée par la Russie contre l'Ukraine est très ouvertement la manifestation d'un révisionnisme à main armée. Le discours prononcé par Vladimir Poutine le 21 février dernier pour apporter un semblant de justification à sa décision de reconnaître l'indépendance des deux républiques fantoches du Donbass, le discours qui a donc ouvert la voie au lancement d'une offensive militaire de grande ampleur contre l'Ukraine a pris la forme d'un propos largement centré sur le passé de l'Ukraine et de la Russie, du même acabit que l'essai publié l'été dernier par le même Vladimir Poutine au sujet de ce qu'il considérait, je cite sa formule, l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. Formule évidemment problématique, puisqu'elle pose comme un fait ce que la pseudo-démonstration qu'elle introduit est censée montrer. Nombre d'historiens ont immédiatement contesté la validité des arguments biaisés, sophistiqués et souvent mensongers avancés par Vladimir Poutine dans ces deux textes de référence. Je ne vais pas y revenir, d'ailleurs ce n'est pas mon rôle de revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire en revanche, en tant que responsable politique d'un pays où des voix s'élèvent également, parfois malheureusement pour tenter de réécrire l'histoire, c'est que la théorisation du révisionnisme historique a servi à justifier, sert à justifier, la mise en œuvre d'un révisionnisme géopolitique. Et que ce double révisionnisme aboutit aujourd'hui à la négation, par des actes de guerre, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, la négation de la souveraineté de l'Ukraine et, in fine, en droit même, la négation de la nation ukrainienne. Une même violence s'exprime dans le discours qui présente l'Ukraine comme le produit d'une série de prétendues erreurs historiques et dans le déploiement des moyens militaires pour corriger ces erreurs. Expression que j'emploie bien sûr avec tous les guillemets et toute la distance qui s'impose. C'est une violence à l'endroit de la nation ukrainienne, qui montre pourtant par sa résistance, sa détermination, sa volonté de s'imposer comme sujet de sa propre histoire. C'est une violence à l'égard des faits, et pas simplement à l'égard des faits historiques. Marc Bloch disait que la compréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé, c'est vrai, mais aujourd'hui nous voyons se nouer une autre spirale de la fausseté quand la distorsion du passé se prolonge en falsification du présent. Tant il est clair et malheureusement avéré que les manipulations de l'histoire et les manipulations de l'information se répondent et se renforcent mutuellement. Et cela est particulièrement frappant et révoltant dans l'instrumentalisation et le dévoiement qui sont faits par les autorités russes des notions de dénazification et de génocide. Cela a été évoqué
dans le propos introductif. Au mépris des faits donc, parce que ni le président Zelensky, ne serait-ce que pour des raisons personnelles évidentes, ni les forces politiques choisies démocratiquement par le peuple ukrainien pour gouverner le pays ne sont des nazis, des néo-nazis ou des admirateurs du Troisième Reich, comme chacun peut d'ailleurs le constater à leurs discours et à leurs actes. Au mépris des faits aussi parce que l'idée que les populations russophones d'Ukraine seraient victimes d'un génocide n'a pas la moindre consistance, le moindre fondement et ne saurait être étayée par aucune espèce de preuve. L'instrumentalisation et le dévoiement des notions de dénazification et de génocide se font donc aussi au mépris des expériences historiques terribles auxquelles elles renvoient. C'est pourquoi la violence du révisionnisme de Vladimir Poutine est aussi une violence qui touche aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale dans ce qu'elles ont de plus sensible. Je pense aux mémoires ukrainiennes et donc européennes. Je pense, dans leur diversité, à nos propres mémoires européennes, mais aussi aux mémoires russes, auxquelles ce travestissement honteux du passé et du présent fait injure. Que Vladimir Poutine lance contre l'Ukraine une guerre placée sous le signe d'un mésusage caractérisé de l'histoire ne vous a toutefois sans doute pas surpris, vous qui partagez l'engagement et le combat de Mémorial. Car comme vous, je constate que l'histoire et la mémoire sont depuis plusieurs années au confluent de la dérive politique et de la dérive géopolitique de ce régime. Au cœur de la fuite en avant autoritaire, qui en Russie même met à bas un à un tous les principes de l'état de droit et porte atteinte une à toutes les libertés publiques. Il y a en effet une politique de consolidation d'un récit historique national officiel centré sur l'avènement d'un État fort à travers les siècles, qui se double d'une politique de harcèlement et de répression systématique de tous les producteurs d'histoire susceptibles de porter atteinte à l'univocité de ce récit. Harcèlement très bien documenté et analysé dans ses différents aspects par le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme qu'a co-signé l'un d'entre vous, Ilya Nuzov, que je salue et que je remercie pour ce travail très précieux. Dérive politique et dérive géopolitique, parce que au cœur de la course à la puissance de la Russie sur la scène internationale, qui s'est traduite depuis 2008 par une montée en gamme progressive dans la violence et la déstabilisation, on voit jouer une propagande fondée sur la dimension impériale de ce même récit historique qui sert à justifier les pires violences. Comme si, là particulièrement, la guerre n'était que la continuation de l'histoire par d'autres moyens. C'est pourquoi la répression contre Mémorial s'est intensifiée en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée et commencé à déstabiliser le Donbass. Et c'est pourquoi Mémorial est aujourd'hui plus menacé que jamais. À la fin du mois de décembre, alors que des troupes se préparaient à marcher vers les frontières de l'Ukraine, la justice russe ordonnait, sous des motifs fallacieux qui ne trompent personne, la mise en liquidation judiciaire des deux branches de Mémorial, les ONG Mémorial International et le Centre des droits humains Mémorial. Quelques jours après le début de l'offensive contre l'Ukraine, ce verdict était confirmé. Vendredi dernier, dans un contexte de durcissement de la pression des autorités sur la société civile, les bureaux moscovites du Centre des droits humains Mémorial faisaient l'objet d'une perquisition. Ce jour-là, vous le savez sans doute, le président de la République a pu s'entretenir avec Alexandre Tcherkassov, qu'il avait eu l'occasion de rencontrer, je m'en souviens bien, en marge d'un voyage officiel à Saint-Pétersbourg en 2018. Et il l'a assuré du soutien de la France. Et c'est aussi le message que je suis venu ici porter devant vous. Je veux redire devant vous tous, et en particulier devant vous, Nikita Petrov, qui était en liaison avec vous, je crois, tout à l'heure, qui est là. Bon, on me vous cachait.
chère Nikita Petrov, chère Natalia Morozova, vous dire l'indignation et la préoccupation de la France face à cette répression inacceptable qui vise à réduire Mémorial au silence. Réduire Mémorial au silence ne serait pas seulement s'en prendre au passé de la Russie, mais aussi s'en prendre à son avenir. Je le rappelle en pensant à cette page de Solzhenitsyn qui dit sans équivoque pourquoi le silence face aux atrocités est un poison pour des générations entières. Permettez-moi de vous en citer quelques lignes. Nous devons condamner publiquement l'idée même que des hommes puissent exercer pareille violence sur d'autres hommes en taisant le vice, en l'enfouissant dans notre corps pour qu'il ne ressorte pas à l'extérieur. Nous le semons et dans l'avenir, il ne donnera que 1000 fois plus de pouces. En nous abstenant de châtier et même de blâmer les scélérats, nous ne faisons pas que protéger la vieillesse dérisoire, leur vieillesse dérisoire. Nous décelons en même temps, sous les pas des nouvelles générations, toutes les dalles sur lesquelles repose le sens de la justice. Je veux aussi redire que, comme nos partenaires de l'Union européenne, nous appelons à la libération de Youri Dmitriev, historien, on l'a cité tout à l'heure, je crois, spécialiste des charniers de la période stalinienne, défenseur des droits de l'homme et dirigeant local de l'organisation Mémorial, dont la peine de prison a été alourdie en décembre dernier de 15 ans de colonie pénitentiaire. Et je veux redire notre solidarité avec l'ensemble des membres des différentes branches de Mémorial. Depuis 3 décennies, en prenant de plus en plus de risques au fil des ans, ils se battent pour faire vivre en Russie une histoire documentée du passé de la Russie, à commencer par la période du stalinisme, au nom d'une exigence de vérité qui est tout à la fois scientifique, sociale et éthique. À partir d'archives, de témoignages, de recherches académiques, ils ont accompli un travail historique remarquable qui a contribué de manière décisive à la connaissance des crimes de masse du XXe siècle ainsi qu'à la réhabilitation des millions de victimes de répression et à la préservation de leur mémoire. C'est une œuvre historique qui est tout à la fois une œuvre de vérité et une œuvre de justice et qui a été prolongée par un travail inlassable de défense des droits humains en Russie, comme sur les théâtres de guerre, où la Russie s'est engagée, de la Tchétchénie à la Syrie, en passant bien sûr par l'Ukraine dès 2014. Travail dont l'importance aujourd'hui ne peut que nous sembler évidente alors que nous voyons se profiler à Mariupol ou à Kharkiv des sièges comparables à ceux de Grozny et d'Alep dans leur effroyable violence et dans leur logique de terreur. Et je veux dire enfin que la France, avec ses partenaires européens, soutiendra Mémorial pour la sauvegarde des archives collectées. Il est en effet inenvisageable que le fruit de 30 années de recherche se perde. Il est en effet inenvisageable que l'héritage d'Andreï Sakharov disparaisse. Il est inenvisageable que la flamme de Mémorial s'éteigne, la flamme de cette petite bougie qui, pour nous tous, est devenue le symbole de son combat. Nous avons tous besoin de la lumière qu'elle jette sur le passé et sur le présent. Oui, nous avons tous besoin. C'est, je l'ai entendu, ce que vous avez voulu souligner en insistant ici, aujourd'hui, sur la portée universelle et singulièrement européenne de l'apport de Mémorial à l'histoire du stalinisme. Et pour cette raison, le motif qui sert de prétexte au harcèlement judiciaire de Mémorial et de tant d'autres organisations qui défendent la liberté d'expression et les droits humains en Russie, à savoir son statut supposé d'agent de l'étranger, n'est pas seulement une triste ruse de la raison répressive et calomniatrice, ce n'est pas seulement le comble du cynisme venant d'une puissance qui a fait de l'ingérence dans l'espace public et les processus électoraux des démocraties l'une de ses spécialités, c'est aussi l'expression d'une profonde mécompréhension de la valeur des travaux de Mémorial et des raisons pour lesquelles un pays comme la France les soutient. Ce que sous-entend assez lourdement la notion d'agent de l'étranger, c'est que Mémorial agirait contre les intérêts de la Russie pour le compte d'autres puissances, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Mémorial donne à la société russe des instruments décisifs pour regarder en face sa propre histoire. Et ce faisant,
Mémorial donne à nos sociétés des instruments décisifs pour comprendre le passé de l'Europe. Car ni l'histoire de la Grande Guerre patriotique, ni l'histoire du stalinisme n'appartiennent à la seule Russie, encore moins à son seul président. Ce sont à tout le moins également des chaînons de notre propre histoire européenne. Voilà pourquoi je tenais aussi à saluer l'effort commun de l'ensemble des mémorials européens aujourd'hui réunis pour poursuivre l'action de Mémorial. Cet effort, il passe par la France, par l'Italie, cher Niccolò Ponciola, ou encore par la République tchèque, Stépan Tchernoussek, comme par bien d'autres pays de notre Union. Et tous les Européens ont lieu de s'en féliciter. Car en même temps qu'il s'agit d'un signe de solidarité avec les organisations persécutées en Russie, il s'agit aussi d'une réponse que vous faites à l'un de nos plus grands défis européens, le défi de la construction d'une historiographie et d'une mémoire européenne partagée qui fasse droit à l'irréductible diversité de nos histoires nationales et l'irréductible pluralité des mémoires européennes. Chacun sait ici que ce travail indispensable, qui engage la capacité de notre Europe à affirmer parallèlement sa souveraineté, son modèle et son statut de puissance sur la scène internationale, achoppe principalement sur la difficulté que nous rencontrons encore trop souvent à faire dialoguer nos expériences, parfois radicalement différentes de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas rendu la liberté à l'ensemble de notre continent. L'histoire et la mémoire du passé soviétique constituent assurément l'une des clés de cette difficulté. C'est pourquoi elles sont non seulement l'affaire du peuple russe, mais aussi l'affaire de tous les Européens. En faisant connaître les travaux de Mémorial dans vos pays respectifs et dans des rencontres comme celle-ci, je crois donc que vous jouez un rôle important dans la constitution de cette historiographie et de cette mémoire européenne plurielle. Et nous sommes très fiers de vous accompagner, je pense le campus Condorcet en particulier, de vous accompagner à travers notre réseau culturel et notre réseau scolaire en Europe. Je veux enfin, pour terminer, mesdames et messieurs, en rendant à nouveau hommage aux membres russes de Mémorial, rappeler très clairement que nous sommes aux côtés de tous les Russes qui, en osant manifester, en osant parler publiquement, refusent la guerre de Vladimir Poutine. Nous sommes conscients des risques auxquels ils s'exposent. Nous savons la violence de la répression qu'ils subissent et nous respectons leur courage. Et si nous prenons aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, des mesures drastiques pour isoler la Russie sur la scène internationale et faire pression sur son économie et ses élites afin d'obtenir, pour démarrer, un cessez-le-feu en Ukraine, nous n'entendons nullement rompre les liens intellectuels, académiques ou culturels qui nous unissent à la société civile russe et à ses forces de progrès. Ce sera sans doute malheureusement de plus en plus difficile, mais nous ferons tout pour préserver ces liens jusqu'à ce que nous puissions pleinement nous retrouver. Alors que la Russie se ferme, je tenais à ce que cela fût dit ici, et j'espère que ce dernier message sera entendu. Merci.